Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. L'épistolière inlassable dont je vous parlais hier, vous le connaissez. La cousine de Bussy-Rabutin, grand libertin du grand siècle, dont nous aurons aussi l'occasion de reparler pendant cette semaine. Évidemment, vous la connaissez. La dame des rochers, prompte à décrire la campagne, peut-être un peu facilement. La passagère des coches d'eau, la voyageuse de Grignan qui arpente la Provence. Vous la connaissez aussi. Et puis, la parisienne de l'hôtel Carnavalet. Et puis, la dame de la cour, nous faisant la chronique des derniers potins de la chambre du roi. Nous retrouverons tout cela demain et dans les jours qui viennent. En revanche, est-ce que vous connaissez bien la petite Marie, cette enfant délicieuse? Est-ce que vous connaissez ne serait-ce qu'un peu la jeune Rabutin, perle des demoiselles? C'est ici que le récent travail de Geneviève Haroche-Bouzinac va nous être d'un précieux secours. Dans sa biographie de Madame de Sévigné, qui vient de paraître chez Flammarion, elle nous conte ce que l'on sait, disons les choses, le peu que l'on sait en vérité de cette enfance et de cette adolescence placée sous le signe du deuil et de l'orphelinat. Notre biographe saisit la petite Marie à l'âge de 11 ans. Le jeudi 8 janvier 1637, c'est le jour de la réunion au Grand Châtelet de Paris du conseil de famille censé statuer sur son sort d'orpheline, de père, d'orpheline, de mère. La fillette dont il est question, nous dit-elle, vit sous la protection de sa parentèle Coulanges dans un hôtel de la place Royale. Pourquoi alors réunir un conseil de famille officiel ? Après la disparition de son grand-père, il faut désigner un nouveau tuteur pour la petite bien-aimée, c'est ainsi qu'on l'appelle. Au XVIIe siècle, nous précise notre biographe, la 11e année est considérée comme la porte d'entrée d'un âge qui ne s'appelle pas encore l'adolescence. Cet âge est celui auquel l'avenir des fillettes bascule. On retire du couvent celles qu'on destine au mariage, on décide du sort de celles qui vivront cloîtrées. Jusqu'à présent, Marie de Rabutin a échappé aux institutions religieuses auxquelles sont confiées les orphelines dont la famille ne veut pas s'encombrer, et elle a grandi entourée de ses jeunes oncles et de sa tante Coulanges. Elle partage les jeux et la tendresse de ses cousins. Si tout ce beau monde est ainsi réuni, c'est que l'enfant n'est pas sans fortune. Et oui, la petite Chantal, on va l'appeler Cantaline, c'est du reste le titre du chapitre qui lui est ici consacré. Cantaline est ce que l'on pourrait appeler une riche héritière. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, qui sont ses parents? Son père, c'était Cels Bénigne de Rabutin, baron de Chantal, un des cavaliers les plus accomplis de France, nous dit son cousin. Soit pour le corps, soit pour l'esprit, il dansait avec une grâce non pareille, il faisait très bien des armes. Il les faisait tellement bien, les armes, qu'il va finir par aller se battre au moment du siège de La Rochelle. Il va mourir dans l'île de Ré, oui, sous les ordres de monsieur de Toiras, le marquis de Toiras, que connaissent bien les habitants de la Charente-Maritime. Eh oui, le baron de Chantal, le père de la petite Marie, est mort alors qu'elle n'est encore vraiment qu'une toute petite enfant. Or, 6 ans plus tard, elle va perdre aussi sa mère. Sa mère, c'était Marie de Coulanges. Voilà un bien beau nom et voilà une famille bien belle. Du reste, notre future épistolière est née à l'hôtel de Coulanges, domicile de ses grands-parents maternels, au 1 bis de la place Royale. La place Royale, que nous appelons nous aujourd'hui place des Vosges, c'était évidemment à l'époque l'endroit où il fallait être, où il fallait habiter. C'est le lieu qui vient d'être, sous le règne d'Henri IV, consacré à la mondanité parisienne. C'est là que l'on retrouve pas mal des précieuses. C'est l'épicentre de la vie parisienne au moment de la naissance même de la petite Marie de Rabutin-Chantal. C'était le 5 février 1626. Hélas donc, la malheureuse vient à mourir à son tour, la mère de Marie, qui s'appelait Marie de Coulanges. Elle meurt à l'âge de 30 ans, le 21 août 1633. Vous comprenez pourquoi je vous parle d'une orpheline. Alors, qui lui reste-t-il? Eh bien, il lui reste toute cette nombreuse parentèle dont j'ai déjà eu l'occasion de dire un mot, et puis il lui reste sa grand-mère paternelle, célèbre grand-mère, puisque elle n'est autre que Jeanne de Chantal, celle qui va devenir Sainte Jeanne de Chantal, mais oui, la fondatrice de l'ordre de la Visitation.
Vous écoutez Radio Classique. Permettez-moi de citer de nouveau Geneviève Haroche-Bouzinac dans sa biographie de Madame de Sévigné qui est parue dans la collection Grande Biographie chez Flammarion à propos de la très célèbre grand-mère paternelle de notre épistolière. Qui sait finalement aujourd'hui encore que Madame de Sévigné était la petite fille de Sainte Jeanne de Chantal? Eh bien oui, c'est ainsi. Il n'est pas banal, nous dit notre biographe, il n'est pas banal d'avoir pour grand-mère une femme d'une telle stature. Ceux qui ont rencontré Jeanne de Chantal ont conservé le souvenir de sa haute taille, de sa physionomie majestueuse tempérée par un air de douceur, de son regard brun, doux, plein de feu et d'esprit, et surtout, sa conversation faisait, je cite, que les moindres bagatelles devenaient intéressantes dans sa bouche. Tiens, est-ce que l'inspiration de Madame de Sévigné lui viendrait de cette grand-mère qui savait si remarquablement compter une affaire? L'histoire de Sainte Jeanne de Chantal est singulière, nous dit encore Geneviève Haroche-Bouzinac. Veuve à 29 ans, avec 3 filles et un fils, elle avait dû s'installer dans la demeure de son beau-père, Guy de Rabutin, près d'Autun. En arrivant au château de Montelon, levant les yeux, Cels Bénigne avait lu la sévère devise choisie par Guy et gravée sous ses armes: la force s'accroît par les blessures. Oh, ça ne pouvait pas du tout déplaire à la belle fille. Jeanne de Chantal est portée à la dévotion, évidemment. Sentant l'appel d'une vocation, elle a demandé à François de Sales, l'évêque de Genève, qu'elle a entendu prêcher le carême à Dijon, sa direction spirituelle. La publication en 1608 d'un ouvrage qui parle à de nombreux chrétiens, l'introduction à la vie dévote, bientôt connue sous le titre de Philothée, a accru encore le rayonnement de ce prélat hors du commun. Le projet de fondation d'un nouvel ordre religieux prend forme. Et oui, ce qui va naître sous l'égide, d'une certaine façon, de la grand-mère extraordinaire de notre épistolière, ou future épistolière, c'est carrément un ordre religieux. On ne peut pas imaginer l'extraordinaire rayonnement de cette femme et tout ce qui peut en rejaillir sur sa famille, bien entendu. Après avoir marié l'aînée de ses filles, continue la biographe, Jeanne se dirige vers Annecy en compagnie d'une dizaine de femmes décidées à l'accompagner. Elle loge dans une petite maison. C'est là que voit le jour, dès 1610, l'ordre de la Visitation Sainte-Marie. Avant de prononcer ses vœux, Jeanne fait halte à Dijon afin de faire ses adieux à Cels Bénigne, qui a 14 ans. Vous avez bien compris que Cels Bénigne, c'est celui qui plus tard va devenir le père malheureux, le père bientôt tué à l'île de Ré de Madame de Sévigné, de notre mari. À l'époque, il a 14 ans, le gamin. Se voyant privé d'une mère qu'il chérit à bout d'arguments, le jeune garçon s'étend de tout son long sur le seuil de la porte afin d'empêcher sa mère de partir. La légende qui entoure la vie de Sainte Chantal lui prête ces paroles. « Ma mère, je suis trop faible et trop infortuné pour vous retenir, mais au moins sera-t-il dit que vous avez foulé votre enfant aux pieds. » Vous imaginez le dévouement à l'amour maternel de ce gamin qui n'empêchera pas, évidemment, la détermination si forte de Jeanne de Chantal d'aller au bout de son projet. Sa décision, nous dit encore Geneviève Haroche-Bouzinac, sa décision, quitter le monde pour répondre à sa vocation, ne va cependant pas de soi, et Jeanne doit affronter la désapprobation de son entourage. Face aux reproches, François de Sales lui conseille l'indifférence. Il écrit « Si vous fussiez remarié à quelque chevalier du fond de la Gascogne ou de la Bretagne, vous eussiez tout abandonné, et on n'eût rien dit. » Voilà ce que saint François de Sales dit à sainte Jeanne de Chantal. Absorbée par ses tâches et répondant à l'afflux des vocations, Jeanne de Chantal préside à la fondation de 13 nouveaux monastères en 12 ans. Les lettres conservées de la religieuse révèlent cependant qu'elle s'est régulièrement préoccupée du sort et du destin de ses enfants. Oui, elle suit tout cela, mais elle le suit forcément d'un peu loin, et ce sera encore plus vrai lorsqu'il ne s'agira plus de ses enfants, mais de ses
petits-enfants. Revenons en effet à la petite fille, à notre Marie. Je vous ai parlé de la première assemblée qui, au début du mois de janvier 1637, s'était tenue au Grand Châtelet de Paris pour essayer de statuer sur son sort. Elle qui était devenue non seulement orpheline de père et de mère, mais aussi de grand-père, vous l'aurez compris. Une seconde assemblée de parents va se réunir le 20 mars 1637 et elle va allouer, sur l'héritage, qui vous l'aurez compris est un héritage important, elle va allouer 2 sommes annuelles pour l'entretien de la petite fille. D'abord, 800 livres pour la nourriture et 1200 livres pour le paiement des maîtres et de l'entretenement, c'est-à-dire de l'entretien de la jeune fille. L'identité de ces maîtres ne nous est pas connue. Sans doute a-t-elle reçu des leçons de chant, nous dit sa biographe. Toucher de l'épinette afin de s'accompagner. Connaître les pas et les cadences des danses à la mode. Tout cela fait partie de la formation d'une jeune fille de la noblesse. Marie est capable de déchiffrer une partition et de l'exécuter de sa voix bien placée. Sans doute, des maîtres d'italien fréquentent-ils la maison, car elle maîtrisera très tôt cette langue dont elle n'abandonnera jamais, dit-elle, la routine. Bien sûr, l'apprentissage de la religion fait partie de l'enseignement indispensable à une enfant de ce milieu. La jeune fille dispose d'un exemplaire de l'introduction à la vie des dévote, dont elle retiendra certaines images. Vous aurez bien compris que cette introduction à la vie des dévote, évidemment, elle fait intégralement partie de la formation spirituelle d'une famille qui comporte une sainte dans ses membres. En outre, nous dit-elle, le conseil octroie 200 livres à la gouvernante afin qu'elle continue à veiller sur la fillette. Celle-ci l'escorte lorsqu'elle se rend au couvent de la Visitation de la rue Saint-Antoine qui se trouve à 2 pas pour y entendre la messe. Et lorsque sa grand-mère y séjourne, elle consacre 1 heure par semaine à sa petite fille. La religieuse, qui se lève vers 3 ou 4 heures du matin afin de se livrer aux exercices de piété, de répondre inlassablement aux lettres reçues provenant des monastères qu'elle a fondés et recevoir tous ceux qui désirent se confier à elle, dispose de peu de temps libre. 1 heure d'entretien, c'est à la fois peu et beaucoup pour admirer cette femme souriante, habitée par une généreuse ambition, ne négligeant rien, une femme que déjà l'on considère comme une femme forte, une femme dite exceptionnelle. Jeanne de Chantal connaît le pouvoir de la parole. Pour cette infatigable épistolière, les mots ont un pouvoir de conviction. La fillette l'observe. Bon, de là à dire qu'elle ira marcher dans ses pas, c'est une autre affaire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Marie, qui n'est pas encore évidemment Madame de Sévigné, mais seulement la charmante et gracieuse demoiselle Marie de Rabutin-Chantal, vit donc chez les Coulanges, autant dire dans la société la plus aimable, d'une époque bien douce et bien riche. C'est l'époque de la première du Cid. C'est curieux, je vous parlais tout à l'heure de janvier 1637, on ne pouvait pas faire plus juste. C'est l'époque des duels d'honneur, des belles dentelles et des salons précieux, du jeu de paume triomphant et des mousquetaires. C'est tout ce que nous évoquons d'ailleurs en ce moment à la Cité de l'Histoire dans ce spectacle qui s'intitule Au temps des mousquetaires, grande époque de civilité et de civilisation française dans ces beaux salons qui se répandent autour de la place royale et ailleurs d'ailleurs. Marie a 14 ans. Maintenant, elle est, nous dit un témoin, d'une beauté à attirer tous les cœurs. Elle resplendit, sa famille reconnaît en elle la vivacité et l'enjouement de son père, qui lui-même, vous l'aurez compris, avait de qui tenir. Ce qu'il y a d'étonnant, et on se rend compte que finalement, il n'y a pas tellement de hasard dans tout ça. Ce qu'il y a d'étonnant dans cette famille de Chantal, c'est cette extraordinaire vivacité, c'est cette espèce d'énergie qu'on retrouvera ensuite transformée en belles phrases dans les lettres que Madame de Sévigné adressera à ses différents correspondants et notamment bien sûr à sa fille Madame de Grignan. Un portrait sur bois attribué au peintre Henri Beaubrun représente la physionomie de la jeune fille entre sa 15e et sa 20e année, la coiffure aux boucles abondantes et sages, le léger décolleté bordé d'une guipure conviennent à la jeunesse du modèle. L'ovale du visage est encore un peu indécis, seul le regard et le port de tête traduisent la douceur ferme émanant de la physionomie de Marie. Alors évidemment, une jeune fille comme celle-là, on ne va pas tarder à la marier. Franck Ferrand sur Radio Classique. Plusieurs parties vont se présenter
pour épouser la belle, j'allais dire la rougissante demoiselle. Je dis la rougissante parce que elle a été choisie pour quêter à la messe de la reine Anne d'Autriche. Et ce jour-là, je vous cite ce que nous dit Geneviève Roche-Bouzinac. Le 5 avril 1644, la demoiselle est invitée à quêter aux vêpres de l'église des Minimes en présence de la reine Anne d'Autriche, veuve depuis une année. L'évêque d'Uzès monte en chaire et commence le prêche, sa voix résonne sous les voûtes et bientôt, les violons de la musique du roi lèvent leur archet. C'est au tour de Marie de quitter son siège. Quêter devant la reine est un honneur et une étape importante dans la vie d'une débutante. Présenter le panier, remercier par un sourire gracieux les donateurs, Marie est confuse d'être remarquée. Elle rougit en maudissant ce qu'elle nomme cette ridicule incommodité. On voit bien l'esprit d'une jeune fille là. Eh bien, elle va donc avoir plusieurs prétendants. Un premier au printemps 1641 qui va être assez vite éconduit, dont on ne sait d'ailleurs pas grand-chose. Un second parti qui va lui se présenter, alors là beaucoup plus brillant, puisque c'est le rejeton d'une illustre famille de magistrats, c'est Jacques-Auguste II de Tours. Deux, plus loin, tout THOU, et ça vous dit forcément quelque chose parce que malheureusement ce Jacques-Auguste a un frère aîné qui va être compromis dans la célèbre conspiration du marquis de Saint-Marc, vous savez, et ce pauvre jeune homme va être décapité le 12 septembre 1642 avec son compagnon Saint-Marc d'ailleurs, et évidemment, comme nous dit la biographe, la demande en mariage est formulée après le châtiment qui fit périr le conspirateur. Que Philippe de Coulanges n'ait pas souhaité s'allier avec une famille endeuillée d'une aussi cruelle manière est compréhensible. Finalement, c'est un troisième prétendant qui va l'emporter. Celui-ci, nous aurons l'occasion d'en reparler, bien sûr. C'est le 4 août 1644 qu'à 18 ans, Marie va donc épouser Henri de Sévigné, de solide noblesse bretonne. Oh, il est plus ou moins baron, sûrement pas marquis en dépit de ses prétentions, mais notre future épistolière n'en sera pas moins pour la société de son temps, pour la société de tous les temps, pour la postérité, disons, la marquise de Sévigné. Vous écoutez Radio Classique. « 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Sous le règne de Louis XIV, la très élégante marquise de Sévigné a donc marié sa fille à un certain monsieur de Grignan, lieutenant général du roi en Provence. Aujourd'hui, on dirait préfet de la région PACA. La jeune mariée va devoir quitter Paris pour suivre son mari à Grignan. Sa mère ne le supporte pas et vous savez que pendant plus d'un quart de siècle, elle va abreuver sa chère fille, qu'elle appelle Mabonne, de charmantes lettres pleines des nouvelles de la ville et de la cour. Des lettres merveilleuses qui constituent la grosse part de ce recueil célèbre qui a pris toutes sortes de formes. Je vous disais ça pour commencer le cycle. Oui, depuis une semaine, nous avons évoqué le destin des fameuses lettres. Après la mort de leur auteur, nous avons évoqué la jeunesse de Marie de Rabutin-Chantal, ses changements de domicile à Paris et en Bretagne, en attendant la Provence, et pas plus tard qu'hier, sa relation passionnée avec sa fille Françoise, donc Madame de Grignan. Nous avions aussi évoqué, je dis cela pour les auditeurs de podcast, dans une autre émission, les hommes du clan, ça s'intitulait « Ces messieurs de Sévigné ». Eh bien, pour clore donc notre semaine Sévigné, et la clore, disons-le, à regret, comme on s'arracherait d'un charmant lieu de vacances, j'aimerais en venir aujourd'hui à ce qui justifie tout ça, à la matière vive, sans laquelle il y a belle lurette que le nom de la marquise de Sévigné aurait rejoint les oubliettes du passé, à cette correspondance exemplaire qui fait de Marie la première épistolière de son temps et peut-être, disons-le, la première de tous les temps. Ces lettres qui manifestent un degré de vitalité et de spontanéité à peu près inégalé, un charme autrement dit dont vous allez pouvoir juger dès maintenant. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les lettres de Madame de Sévigné, commençons peut-être par cela, sont un moyen de grappiller des éléments sur la chronique royale telle qu'elle exsude de la cour pour circuler dans Paris. Autrement dit, la marquise est une antenne, comme nous le
montre la fameuse anecdote du madrigal de Louis XIV qu'on apprenait par cœur à l'école quand j'étais petit. C'est tôt, hein, ça, c'est une lettre qui date de décembre 1664. Il faut que je vous conte une petite historiette qui est très vraie et qui vous divertira. Le roi se mêle depuis peu de faire des vers. Messieurs de Saint-Aignan et d'Anjou lui apprennent comment il s'y faut prendre. Il fit l'autre jour un petit madrigal que lui-même ne trouva pas trop joli. Un matin, il dit au maréchal de Gramont « Monsieur le maréchal, lisez, je vous prie, ce petit madrigal et voyez si vous en avez jamais vu un si impertinent, parce qu'on sait que depuis peu j'aime les vers, on m'en apporte de toutes les façons. » Le maréchal, après avoir lu, dit au roi « Sire, que votre majesté juge divinement bien de toutes choses. Voilà le plus sot et le plus ridicule madrigal que j'ai jamais lu. » Le roi se mit à rire et lui dit « N'est-il pas vrai que celui qui l'a fait est bien fat ? Oh, sire, il n'y a pas moyen de lui donner un autre nom. »« Oh, bien, dit le roi, je suis ravi que vous m'en ayez parlé si bonnement. C'est moi qui l'ai fait. »« Oh, sire, mais quelle trahison que votre majesté me le rende. Je l'ai lu brusquement. Non, monsieur le maréchal, les premiers sentiments sont toujours les plus naturels. » Le roi a fort ri de cette folie et tout le monde trouve que voilà la plus méchante petite chose que l'on puisse faire à un vieux courtisan. Et madame de Sévigné ajoute « Pour moi qui aime toujours à faire des réflexions, je voudrais que le roi en fît là-dessus et qu'il jugeât par là combien il était loin de jamais pouvoir connaître la vérité. 12 ans plus tard, dans une lettre devenue célèbre du mercredi 29 juillet 1676, c'est à sa fille que madame de Sévigné raconte une visite à Versailles. Et évidemment, pour nous, c'est très intéressant d'avoir la meilleure reporter du XVIIe siècle nous racontant ce qui se passe à Versailles au milieu de cette décennie 1676, c'est-à-dire avant que la cour ne s'installe dans le célèbre château. Je fus samedi à Versailles avec les Villars. Voilà comme cela va. Vous connaissez la toilette de la reine, la messe, le dîner, mais il n'est plus besoin de se faire étouffer pendant que leurs majestés sont à table, car à 3 heures, le roi, la reine, monsieur, madame, mademoiselle, tout ce qu'il y a de princes et de princesses, madame de Montespan, toute sa suite, tous les courtisans, toutes les dames enfin, ce qui s'appelle la cour de France, se trouve dans ce bel appartement du roi que vous connaissez. Tout y est meublé divinement, tout est magnifique. Un peu plus loin, elle dit Danjou qui est donc le grand joueur de la cour et qui en même temps tient un journal bien utile aux historiens. Danjou dit que je prenais part à son jeu, de sorte que je fus assise très agréablement et très commodément. Je saluais le roi comme vous me l'avez appris. Il rendit mon salut, comme si j'avais été jeune et belle. La reine me parla aussi longuement de ma maladie, aussi longuement que si c'eût été une couche. Elle me parla aussi de vous. Monsieur le duc me fit 1000 de ces caresses à quoi il ne pense pas. Le maréchal de Lorges m'attaqua sous le nom du chevalier de Grignan et tutti quanti, vous savez ce que c'est que de recevoir un mot de tout ce qu'on trouve en chemin. Madame de Montespan me parla des eaux de Bourbon et me pria de lui conter celles de Vichy, et comme je m'en étais trouvé, elle dit que Bourbon, au lieu de lui guérir un genou, lui avait fait mal aux 2. Je lui trouvais le dos bien plat, comme disait la maréchale de la Meilleraye, mais sérieusement, c'est une chose surprenante que sa beauté et sa taille, qui n'est pas de la moitié si grosse qu'elle était, sans que son teint, ni ses yeux, ni ses lèvres en soient moins bien. Elle était toute habillée de points de France, coiffée de 1000 boucles, les 2 tempes lui tombaient fort bas sur les 2 joues, des rubans noirs sur la tête, des perles de la maréchale de l'hôpital, embellies de boucles et de pendeloques de diamants de la dernière beauté, 3 ou 4 poinçons, une boîte point de coiffe, en un mot, une triomphante beauté à faire admirer à tous les ambassadeurs. Elle a su qu'on se plaignait, qu'elle empêchait toute la France de voir le roi. Elle a redonné, comme vous voyez, ce roi à la cour, et vous ne sauriez croire la joie que tout le monde en a, ni de quelle beauté tout cela rend la cour. Vous écoutez Radio Classique.
Vous avez eu droit depuis quelques jours à pas mal de morceaux d'anthologie, mais je voudrais pas quand même que nous quittions le continent sévigné sans nous être plongés au moins une fois dans ce qui fait le commun de sa correspondance, notamment avec sa fille. Je ne voudrais pas que vous pensiez que Madame de Sévigné n'a fait pendant toute une carrière d'épistolière très émérite, n'a fait que accumuler les morceaux d'anthologie. Il y a aussi une correspondance toute simple, une façon d'écrire des lettres comme nous le faisons, allais-je dire, comme nous le faisions, devrais-je plutôt préciser, à une époque où il est vrai qu'écrire des lettres est devenu nettement moins habituel. Celle-ci est datée de Paris le mercredi 3 juillet 1675 et bien sûr qu'elle s'adresse à Madame de Grignan. Mon Dieu, ma chère fille, que je m'accoutume peu à votre absence. J'ai quelquefois de si cruels moments que je considère comme nous voilà placés que je ne puis respirer, et quelque soin que je prenne de détourner cette idée, elle revient toujours. Je demande pardon à votre philosophie, mais une fois entre mille, ne soyez point fâchés que je me donne le soulagement de vous dire ce que je souffre si souvent sans en rien dire à personne. Il est vrai que la Bretagne nous va encore éloigner, c'est une rage. Il semble que nous voulions nous aller jeter chacune dans la mer et laisser toute la France entre nous deux. Dieu nous bénisse. J'ai reçu une lettre il y a 2 jours du cardinal de Retz, qui est à la veille d'entrer dans sa solitude. Je crois qu'elle ne lui ôtera de longtemps l'amitié qu'il a pour vous. Je suis plus que satisfaite en mon particulier de celle qu'il me témoigne. Je vous vois user de votre autorité pour faire prendre médecine à votre fils. Je crois que vous faites fort bien. Ce n'est pas un rôle qui vous convienne mal que celui du commandement, mais vous êtes heureuse que votre enfant ne vous ait jamais vu avaler une médecine. Votre exemple détruirait vos raisonnements. Je songe à votre frère, vous souvient-il, comme il vous contrefaisait? Je suis ravi que ce petit marquis soit guéri. Vous vous servirez du pouvoir que vous avez sur lui pour le conduire. J'ai bonne opinion de lui, de vous aimer. Pour moi, je me suis fait saigner pour l'amour de vous. Je m'en porte fort bien. Un médecin que j'ai vu chez Madame de Lafayette m'a prié de ne me point faire purger de sitôt. Il me donnera des pilules admirables. C'est le premier médecin de Madame qui vaut mieux que tous les premiers médecins les autres. Vous êtes bonne sur vos lamentations de Bretagne. Je voudrais avoir Corbinelli, il vous ira voir, je vous le recommande. Et moi, j'irai voir ces coquins qui jettent des pierres dans le jardin du patron. On dit qu'il y a 500 ou 600 bonnets bleus en Basse-Bretagne qui auraient bon besoin d'être pendus pour leur apprendre à parler. La Haute-Bretagne, elle, est sage, et c'est mon pays. Mon fils me mande qu'il y a un détachement de 10 000 hommes. Il n'en est pas, monsieur le prince y est, monsieur le duc. Mais on me dit hier qu'il n'y avait rien de dangereux et qu'ils étaient pêle-mêle avec les ennemis, la rivière entre eux, comme disent les goujats. Je voudrais avoir des lettres du chevalier à vous envoyer. On ne dit rien de monsieur de Turenne, sinon qu'il est posté à souhait pour ne faire que ce qui lui plaira. Nous avons eu un froid étrange, mais j'admire bien plus le vôtre. Il me semble qu'au mois de juin, je n'avais pas froid en Provence. Je vous vois dans une parfaite solitude, je vous plains moins qu'une autre. Je garde ma pitié pour bien d'autres sujets et pour moi-même la première. Je trouve qu'il est commode de connaître les lieux où sont les gens à qui l'on pense toujours. Ne savoir où les prendre fait une obscurité qui blesse l'imagination. Votre chambre et votre cabinet me font mal et pourtant j'y suis quelquefois toute seule à songer à vous. C'est que je ne me soucie point de me tant épargner. Ne faites-vous point rétablir votre terrasse, cette ruine me déplaît, et vous ôte votre unique promenade. Voilà une lettre qui va vous paraître infinie, mais savez-vous que cela me plaît de causer ainsi avec vous? Tous mes autres commerces languissent par la raison que les gros poissons mangent les petits. J'embrasse le petit marquis, dites-lui qu'il a encore une autre maman au monde, je crois qu'il ne se souvient même pas de moi. Adieu, ma très chère, ma très aimable enfant, je suis entièrement à vous. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous parlez l'autre matin des voyages de la marquise. Ça lui donne l'occasion parfois de faire des descriptions qui sont d'un humour pinçant, d'un humour fort et qui nous étonne parce qu'elle feint la froideur, elle feint le détachement pour faire rire ses interlocuteurs, en l'occurrence Monsieur de Coulanges, auquel elle adresse le 11 septembre 1675 la lettre suivante qui est datée d'Orléans. Nous avons trouvé ce matin 2 grands vilains pendus à des arbres sur le grand chemin. Nous n'avons pas compris pourquoi des pendus, car le bel air des grands chemins, il me semble que ce sont plutôt des roués. Nous avons été occupés à deviner cette nouveauté. Il faisait une fort vilaine mine et j'ai juré que je vous le manderais.
Évidemment, il ne faut pas prendre ces mots au pied de la lettre, hein, je le précise, parce que certains ont voulu voir chez Madame de Sévigné une espèce de froideur invraisemblable. Elle se moque des pendus, elle se moque des gens roués, mais c'est une façon sans doute aussi pour elle de diminuer la dimension dramatique, pour ne pas dire pathétique, de la scène qu'elle décrit. À peine sommes-nous descendus ici, dit-elle, que voilà 20 bateliers autour de nous, chacun faisant valoir la qualité des personnes qu'il a menées et la bonté de son bateau. Jamais les couteaux de Nogent ni les chapelets de Chartres n'ont fait tant de bruit. C'était évidemment des produits très réputés à l'époque et dont on parlait beaucoup, mais elle les compare à l'espèce de publicité, à la réclame que font autour d'elle tous ces bateliers qui veulent absolument avoir l'honneur de la véhiculer. Nous avons été longtemps à choisir, précise-t-elle. L'un nous paraissait trop jeune, l'autre trop vieux. L'un avait trop envie de nous avoir, cela nous paraissait d'un gueux dont le bateau était pourri. L'autre était glorieux d'avoir mené Monsieur de Chaulnes. Enfin, la prédestination apparut visible sur un grand garçon fort bien fait dont la moustache et le procédé nous ont décidé. Adieu donc mon vrai cousin, nous allons voguer sur la belle Loire. Elle est un peu sujette à se déborder, mais elle n'en est que plus douce. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il serait étrange de terminer tout ce cycle Sévigné et de terminer cette petite lecture de quelques-unes des lettres sans vous donner les 2 grands morceaux de bravoure. J'allais dire que tout le monde connaît, oui, mais nous allons y passer, que voulez-vous, parce que c'est tout le plaisir, c'est toute la joie que nous avons à évoquer ce genre de sujet que de pouvoir revivre les grands moments. Alors voilà ce qu'elle écrit à Coulanges le 22 juillet 1671. Vous savez qu'on fait les foins, je n'avais point d'ouvriers, j'envoie dans cette prairie que les poètes ont célébré prendre tous ceux qui travaillaient pour venir nettoyer ici. Vous n'y voyez encore goutte, et on leur place, j'envoie mes gens fanés. Savez-vous bien ce que c'est, faner ? Il faut que je vous l'explique. Faner est la plus jolie chose du monde. C'est retourner du foin en batifolant dans une prairie. Dès qu'on en sait tant, on sait faner. Tous mes gens y allèrent gaiement. Le seul Picard me vint dire qu'il n'irait pas, qu'il n'était pas entré à mon service pour cela, que ce n'était pas son métier et qu'il aimait mieux s'en aller à Paris. Ma foi, la colère m'a monté à la tête. J'ai songé que c'était la 100e sottise qu'il m'avait faite, qu'il n'avait ni cœur ni affection. En un mot, la mesure était comble. Je l'ai pris au mot, et quoi qu'on m'ait pu dire pour lui, je suis demeuré ferme comme un rocher, et il est parti. C'est une justice de traiter les gens selon leurs bons ou mauvais services. Si vous le revoyez, ne le recevez point, ne le protégez point, ne me blâmez point, et songez que c'est le garçon du monde qui aime le moins à faner et qui est le plus indigne qu'on le traite bien. Bon, ça, c'est évidemment la plus célèbre des lettres de Madame de Sévigné, à moins, peut-être, que la première dans le rang ne soit celle du lundi 15 décembre 1670, que j'ai, je crois, déjà eu l'occasion de vous lire à ce micro. Mais quel régal, mais quel plaisir. Et c'est encore, une fois de plus, non pas à sa fille, Madame de Grignan, mais bien à son cousin, Monsieur de Coulanges, qu'est adressée la célèbre missive. Je m'en vais vous mander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la plus éclatante, la plus secrète jusqu'à aujourd'hui, la plus brillante et la plus digne d'envie. Enfin, une chose dont on ne trouve qu'un exemple dans les siècles passés, encore cet exemple n'est-il pas juste, une chose que nous ne saurions croire à Paris, comment la pourrait-on croire à Lyon ? Une chose qui fait crier miséricorde à tout le monde, une chose qui comble de joie Madame de Rohan et Madame d'Hauterive, une chose enfin qui se fera dimanche, où ceux qui la verront croiront avoir la berlue, une chose qui se fera dimanche et qui ne sera peut-être pas faite lundi. Je ne puis me résoudre à la dire, devinez-la, je vous la donne en 3. Jetez-vous votre langue au chien ? Eh bien, il faut donc vous le dire. Monsieur de Lauzun épouse dimanche au Louvre. Devinez qui ? Je vous le donne en 4, je vous le donne en 10, je vous le donne en 100. Madame de Coulanges dit, voilà qui est bien difficile à deviner. C'est Madame de la Vallière ? Point du tout, madame.
C'est donc mademoiselle de Retz, mais point du tout, vous êtes bien provincial, ah, vraiment, nous sommes bien bêtes, dites-vous. C'est mademoiselle Colbert, encore moins. C'est assurément mademoiselle de Créqui, vous n'y êtes pas. Il faut donc à la fin vous le dire. Il épouse dimanche au Louvre, avec la permission du roi, mademoiselle, devinez le nom. Il épouse mademoiselle, ma foi jurée, mademoiselle, la grande mademoiselle, fille du feu monsieur, mademoiselle, petite fille d'Henri IV, mademoiselle de Dom, mademoiselle de Montpensier, mademoiselle d'Orléans, mademoiselle, cousine germaine du roi, mademoiselle destinée au trône, mademoiselle, le seul parti de France qui fut digne de monsieur. Voilà un beau sujet de discourir, si vous criez, si vous êtes hors de vous-même. Si vous dites que nous avons menti, que cela est faux, qu'on se moque de vous, que voilà une belle raillerie, que cela est bien fade à imaginer, si enfin vous nous dites des injures, nous trouverons que vous avez raison. Nous en avons fait autant que vous. Adieu, les lettres qui seront portées par cet ordinaire vous feront voir si nous disons vrai ou non. 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. À ce stade de notre évocation, il me paraît utile d'effectuer un petit rappel biographique, ne serait-ce que pour expliquer en quoi la situation de Madame de Sévigné aura été exceptionnellement favorable. Alors, j'ai pas l'intention de diminuer son mérite en faisant cela, ni de ramener son incroyable talent à des circonstances extérieures, mais quand même. Le fait est que la vie s'est agencée pour elle d'une manière telle que tout semble s'être organisé spontanément pour lui donner la liberté matérielle et la liberté spirituelle d'écrire ces lettres magnifiques. Cette orpheline aura été une héritière nantie parce qu'elle était fille unique. Cette veuve aura été une mère comblée parce que elle était la belle-mère d'un gendre installé. Et quand on prononce a priori ces mots, orpheline, veuve, on pourrait penser aux graves accidents de la vie qui les ont fait naître. Mais dites-vous bien que sous l'Ancien Régime, ces mots-là sont pour une femme les deux conditions de la liberté. Pour être plus juste, on pourrait dire qu'elles sont que le veuvage et que le fait d'être orphelin sont les conditions de l'émancipation. On pourrait y revenir rapidement si vous le voulez bien. Alors qu'elle est encore au berceau, cette fille unique perd son père dans un duel et quand elle a 7 ans, une maladie emporte sa mère et la laisse donc orpheline à la tête d'une fortune qui est gérée par ce conseil de famille avec lequel nous avons commencé la semaine. À 10 ans, elle n'a plus qu'une grand-mère qui n'est tout de même pas n'importe qui puisque c'est la célèbre Jeanne de Chantal, Sainte Jeanne, dont la tutelle sera assez douce, assez relâchée pour faciliter l'épanouissement de cette jeune personne. Ainsi, à 15 ans, on peut dire de Marie qu'elle est un des plus beaux partis de France. Alors vous allez me demander d'où vient cette fortune. Elle vient de sa famille maternelle, qui s'est enrichie, comme la plupart des familles riches de la monarchie française à cette époque, dans les fournitures aux armées. On ne dira jamais assez combien le fait de fournir aux armées des vivres, du matériel, des uniformes, etc., était un moyen, à cette époque-là, de faire des gains considérables. Tout ça, ça fait quand même une cascade de coïncidences heureuses. Alors, malheureuses en apparence, vous me direz, mais heureuses en réalité. Si vous ajoutez le fait que Marie est issue du petit milieu ultra favorisé de la place royale, notre actuelle place des Vosges, vous comprenez que les fées se sont penchées sur le berceau de cette jeune personne. Et ces bonnes fées vont lui permettre à peine majeure d'épouser un jeune et bel aristocrate en la personne du breton Henri de Sévigné. Il apporte avec lui la dimension terroir qui avait jusque-là fait défaut à la jeune parisienne. Il lui fait 2 beaux enfants. Il l'étourdit dans une vie de dépenses et de gaspillage. Il faut bien que jeunesse se passe. Et puis, constatant que sa charmante épouse n'est pas très portée sur la bagatelle, toute sa chaleur est à l'esprit, dira le cousin libertin Bussy-Rabutin. Eh bien, le jeune mari se met à la tromper, et à la tromper avec toutes sortes de femmes extraordinaires, ce qui, pour être honnête, aurait plutôt tendance à soulager Marie de Rabutin-Chantal. D'autant plus que,
Henri aura la bonne idée de mourir bien vite, dans un duel lui aussi, décidément après le père, le mari est victime d'une fine lame, et de laisser une veuve assez joyeuse, dotée d'une jolie petite famille et de la belle fortune qui va avec, dotée surtout de cette liberté absolument unique qui, sous l'Ancien Régime, s'attache donc au veuvage. Sous des dehors peut-être contrastés, on peut dire que, d'une certaine façon, la fortune continue de sourire à Marie. Franck Ferrand sur Radio Classique. La belle veuve Sévigné aura beau soulever les passions et attirer autour d'elle un véritable essaim de prétendants, elle aura toujours la sagesse de préserver jalousement ce statut de veuve qui est sans aucun doute une des conditions de l'épanouissement serein, tranquille, de son génie de femme de lettres, avec un jeu de mots, de son génie d'épistolière. Car, pour ne rien gâter, nous sommes à l'époque où s'installe la petite poste, c'est-à-dire la relève et la distribution du courrier presque en temps réel. C'est comme si tout concourait à nous valoir les belles missives qui ont fait la célébrité de Madame de Sévigné. Claude Armand dit, en résumant les choses assez bien, je trouve, Marie tient à sa fortune et à son indépendance. Un enthousiasme brûlant ne l'empêche pas de garder la tête froide selon la recette de l'omelette norvégienne. Dans son esprit, l'amour est un problème réglé. Ses enfants suffisent à ses besoins comme ses rentes à ses plaisirs. Elle pallie le reste par la gourmandise qui lui vaut aujourd'hui encore de patronner des chocolats et des dragées. N'insistons pas sur cet aspect. Il faut dire que cet archétype de la chanceuse, enfant unique, orpheline, héritière de pourvoyeurs aux armées, petite fille de sainte, épouse d'un jeune cavaleur qui lui donne des enfants et meurt jeune, évoluant dans la société la plus brillante de son temps, cet enfant béni du siècle, en quelque sorte, n'aura pas vécu à n'importe quel siècle. La vie l'a mise en contact personnel avec Fouquet et Louis XIV, avec Corneille et Molière, avec Bossuet et Bourdaloue. Elle incarne à la quintessence la grande dame du grand siècle. N'en jetez plus un rang, un titre, des rentes, des terres, des gens, des salons, des bruits animant la cour et la ville, il n'y a rien dans le meilleur de ce qu'aura produit l'apogée de notre civilisation dont Madame de Sévigné n'ait été comblée. Et n'oublions pas l'essentiel, à savoir une fille adorée. Vous écoutez Radio Classique. 4 février 1671, 4 février 1671, retenez cette date, c'est la seule importante de la semaine. Ce matin-là, un méchant carrosse emporte la fille de Madame de Sévigné vers la Provence. Et dans cette vie qui paraissait ordonnée, ajustée, réglée comme une sorte de chef-d'œuvre ou de perfection, c'est soudain la tempête et le chaos. Marie n'a jamais connu la véritable passion avec les hommes, en tout cas, vous l'aurez compris, parce qu'en vérité, sa passion sentimentale à elle, c'est à ses enfants qu'elle la réserve, et, pour être plus précis, à sa fille. À la veille de son 45e anniversaire, la marquise de Sévigné, je vous ai dit que son marquisat n'était pas très sûr, Marie se retrouve soudain seule dans son trop grand, dans son trop bel hôtel du Marais. « Toute votre chambre me tue », écrit-elle. Elle a le cœur chaviré. Elle écrit ça à celle qui vient d'épouser le comte de Grignan et qu'il faudra désormais appeler Madame de Grignan, sa fille. Je cite de nouveau Claude Armand. « L'abandon affecte cette nature allègre bien plus qu'elle ne s'y attendait. Sa vie frivole perd tout intérêt sans ce témoin filial, premier relais de la chaîne qui la relie à nous. Elle ne sait plus que faire d'elle-même, pousse des cris de désespoir entre ces mêmes boiseries où leur rire résonnait. On m'arrachait le cœur et l'âme, dira cette génitrice blessée, véritable orpheline à l'envers. Elle avait été orpheline à l'endroit déjà dans un premier temps, alors il n'est pas impossible qu'elle ait vécu ce nouvel abandon comme un écho terrible, comme une sorte de réédition consciente de l'autre. Le premier, celui de la double orpheline de père et surtout de mère. Je dis surtout parce qu'au moment de la disparition de sa mère, elle avait l'âge de raison, alors qu'elle était encore au berceau au moment où son père avait disparu. Madame de Sévigné avait-elle été une mère poule ? En vérité, pas du tout. Comme ça se faisait à cette époque dans ce milieu, elle avait confié l'éducation de sa fille au couvent et ne s'était vraiment pas intéressée
à celle qui suivait une éducation un peu lointaine, un peu éloignée de sa mère. Et puis d'un seul coup, elle était devenue une jeune fille prête à marier. Et là, on avait vu Marie se rapprocher de Françoise Marguerite, c'est son prénom. Et à son mariage, elle était devenue en quelque sorte la raison d'être de sa mère, bien plus que son fils d'ailleurs. Et pourtant Charles l'adorait, sa maman mignonne, sa maman beauté. Mais il rappelait trop à Madame de Sévigné son défunt mari. Je vous ai raconté toute cette histoire il y a quelques semaines. Je vous renvoie au podcast. Ça s'appelle « C'est Messieurs de Sévigné ». Alors, vous voulez que je vous dise la vérité? Après tout, je suis là pour ça. L'espèce de passion maternelle dévorante qui va nous valoir tout ce courrier devenu l'une des plus belles correspondances du grand siècle, cette espèce de relation unique faite de la douleur, de l'éloignement et du bonheur des rapprochements épistolaires, tout ça, c'est au départ de Madame de Grignan que nous le devons. C'est à l'arrachement, à la distance mise par ce mariage. Si elle était demeurée à Paris, les choses n'auraient pas pris ce tour un peu dément. Si j'étais un peu fourbe, je poserais la question. Et si Madame de Sévigné avait choisi d'hystériser un peu la douleur maternelle de l'absence pour mieux ciseler les lettres qu'inconsciemment elle destinait à la postérité? En tout cas, les premières de ces lettres ne parviennent pas à combler la distance immense. Les mots ne comblent pas la frustration. La conversation reste muette et rien ne la remplace. Le doux babil de la fille n'est plus là pour supporter la mère. Si vous ajoutez à ça que Madame de Grignan tarde à répondre aux lettres de sa chère maman, moins elle donne de nouvelles, plus Madame de Sévigné se focalise sur ce lien épistolaire. Dès que j'ai reçu une lettre, j'en voudrais tout à l'heure une autre. Tout à l'heure au XVIIe siècle, ça veut dire immédiatement. Voilà ce que dit Madame de Sévigné. Quel désespoir quand les lettres disparaissent sur des routes à l'époque bien aléatoires. Les deux femmes, bon an mal an, vont cependant finir par échanger très régulièrement 2 puis 3 missives par semaine. La rentière de Paris, qui fait quand même de réguliers séjours en Bretagne, nous l'avons dit hier, cette rentière n'avait jamais vraiment pu épancher les trésors de tendresse accumulés dans son cœur orphelin. Sa fille hérita de tout et des intérêts cumulés, dira Sainte-Beuve. Et d'autant plus volontiers que cette oreille un peu abstraite de la fille éloignée de la comtesse provençale ne rogne rien de ce qui faisait la liberté et la tranquille fantaisie, évidemment, de sa mère. C'est pratique, la correspondance. Ça permet d'orienter la conversation à sa guise, en flattant discrètement un goût pour l'écriture qui, sans les affres d'une publication, garantit du moins un public à une époque où il est parfaitement admis que les lettres soient lues à des compagnies choisies autour du feu après dîner. Madame de Sévigné, dont les bonnes fées paraissent l'avoir quittée, mais pour mieux la retrouver et l'envelopper d'une certaine manière, notre Marie la chanceuse vient de trouver le moyen idéal de nourrir de loin une passion d'autant plus fructueuse qu'elle donne naissance à des morceaux d'anthologie et qui, de son vivant même, vont faire d'elle une très grande femme écrivain. Ils vont faire sa réputation, ils vont faire d'une certaine manière sa gloire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors je ne dirais pas que Madame de Sévigné vit par procuration, mais le fait est qu'elle vit en écho, en quelque sorte en correspondance avec sa fille. Si sa fille lui annonce qu'elle a pris froid, qu'elle est enrhumée, eh bien elle-même tombe malade presque immédiatement. Si sa fille a une chose amusante à raconter, ce qui entre nous soit dit n'est pas si fréquent, on voit Madame de Sévigné vivre de son côté une espèce de joie inextinguible. Et cette passion qui s'exprime dans les lettres de la mère finissent par complexer la fille, parce que à cette époque, il n'est pas du tout fréquent, bien sûr, qu'une mère de cette haute aristocratie, qu'une dame de la cour s'épanche ainsi avec ses propres enfants. Et la fille va se montrer peut-être d'autant plus froide et réservée et mélancolique que la mère est débordante de cette affectivité profuse. Les réticences de la fille vont entraîner chez la mère un surcroît de passion. Vous savez, c'est tout le paradoxe. Fuis-moi, je te suis. On pourrait dire d'une certaine façon que Madame de Grignan n'a pas du tout compris comment contenir cette affection
conversation très démonstrative de sa mère. Ça devient gênant pour elle, incontestablement, d'autant plus que Madame de Sévigné maintenant ne manque plus aucune occasion de complimenter sa fille, de la complimenter sur son physique, de la complimenter sur son style et sur sa position sociale et sur son intelligence. Je cite, nous ne l'avons pas encore fait aujourd'hui, je cite ce que dit Geneviève Haroche-Bouzinac dans sa biographie parue chez Flammarion de Madame de Sévigné. Louer, dit-elle, complimenter Françoise est une façon de l'encourager à écrire. Vous écrivez extrêmement bien. Personne n'écrit mieux. Ne quittez jamais le naturel, votre tour s'y est formé et cela compose un style parfait. Ça, c'est ce que dit la mère. Le lieu commun de la belle lettre est revivifié avec admiration et sincérité, nous dit la biographe. Il ne suffit donc pas à Marie d'être aimée par sa fille. Elle veut que ses proches le sachent. S'il arrive qu'elle fasse lire certains passages des lettres reçues à ses familiers, ce n'est pas seulement pour qu'ils s'exclament sur la vivacité du style de sa fille, mais parce qu'elle y voit la preuve de son attachement à son égard. Citant un vers d'Andromaque, elle affirme « Je ne veux pas qu'on croie que j'ai pensé mourir et que je pleure tous les jours. Pour qui? Pour une ingrate? Je veux qu'on voie que vous m'aimiez et que si vous avez mon cœur tout entier, j'ai une place dans le vôtre. » Cette démarche, poursuit la biographe, traduit sa fragilité. Ne se sentant pas véritablement aimée par son exigeante fille, elle a besoin de cautions extérieures pour croire à cet amour, tout simplement. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors évidemment, la distance que les lettres ne suffisent pas à combler, le voyage va la combler et Madame de Sévigné va faire à Grignan 2 séjours avant d'aller y passer carrément les 2 dernières années de sa vie. Alors, comme à chaque fois, bien entendu, ça nous permet d'avoir des descriptions de ce qu'elle rencontre en voyage et puis elle continue. Bien que s'en rapprochant, elle continue de parler par lettre interposée à sa fille. 1 heure de conversation vaut mieux que 50 lettres, dit-elle. Alors, on ose imaginer ce que devait être la conversation au demeurant pétillante et enflammée de Madame de Sévigné. On a quelques témoignages à ce sujet. Alors, elle va vivre auprès de sa fille, elle va essayer d'une certaine façon de compenser les longues heures et les longues semaines et mois et années d'absence par une avalanche d'affection, une fois de plus. À Grignan, disons les choses, on ne s'amuse pas énormément, il y a moins de lettres à écrire, et puis surtout, il n'y a pas de réponse à attendre. Et là, nous arrivons au suprême paradoxe de cette relation mère-fille qui est restée tellement célèbre dans notre histoire littéraire, c'est que, au fond, Madame de Sévigné préfère peut-être attendre les réponses de sa fille, lui préparer de belles lettres, que être là, physiquement, à ses côtés, et finalement languir dans une conversation qui ne devait peut-être pas être aussi extraordinaire qu'elle aurait pu l'espérer. Je cite de nouveau notre auteur des 2 femmes. La Sévigné était a priori la plus méridionale. Pourtant, elle eut longtemps du mal à s'adapter au vice-royaume de Monsieur de Grignan, où 2 siècles après leur attachement, les habitants ne parlent toujours pas français et dont les coutumes encore païennes lui évoquent la barbarie. Arriva le moment où elle en vint presque à préférer les lettres à la personne de sa fille, à l'instar de ces téléphonodépendants qui finissent par ne plus voir quiconque. Du moins, par écrit, leur relation ne pesait pas. La présence insaisissable de Madame de Grignan entretenait son désir en perpétuant le manque. Chacun s'y montrait au mieux, du moins au plus libre, détail crucial pour une mère qui aime passer du pathos à l'ironie sans transition, rire de son autoritarisme suppliant, puis s'indigner de voir sa fille prendre ses lettres pour de simples gazettes parisiennes. Ah oui, évidemment que Madame de Sévigné, lorsqu'elle écrit ses lettres, a l'impression qu'elle comble un manque et qu'elle essaie par la plume de compenser ce que la vérité, ce que la vie ne lui donne pas. Mais lorsqu'elle se retrouve en présence de sa fille, peut-être que son inconscient n'attend plus qu'une chose, c'est de s'en éloigner de nouveau pour, de nouveau, écrire de belles lettres.
Vous écoutez Radio Classique. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Parce qu'elle parle de tout et de tous, qu'elle raconte les voyages mieux que personne. Parce qu'elle se fait l'écho d'une cour encore itinérante à l'époque et sait vanter les joies de la vie aux champs et les mérites de diverses provinces, parce qu'elle brouille les pistes en un mot et vagabonde sans cesse par la pensée, on finirait par oublier à propos de Madame de Sévigné un fait essentiel de sa vie et qui l'explique d'ailleurs pour partie, elle est parisienne. Nous l'avons vu grandir hier et passer du temps dans le bel hôtel de Coulanges sur la place Royale. Elle occupera ensuite une dépendance de cet hôtel de Coulanges, dans ce qui est aujourd'hui le 35-37 rue des Francs-Bourgeois. Il n'y a pas beaucoup de traces aujourd'hui de ce deuxième domicile. L'école est faite à la maison. Les enfants, à l'époque, sont en quelque sorte enseignés à domicile. Elle va, Marie de Rabutin-Chantal, épouser, je vous l'ai dit, le beau Henri de Sévigné. Il se trouve que lui est breton et qu'il possède au Rocher un château qui plus tard fera le bonheur de son épouse. Les deux jeunes mari et femme vont s'installer au 11 de la rue des Lions-Saint-Paul, dans une maison qui d'ailleurs existe toujours. Il existe, quand vous vous promenez dans le Marais, des circuits de conférences qui vous permettent de suivre comme ça des différents domiciles de Madame de Sévigné. J'ai eu l'occasion naguère de faire cette visite, c'est extrêmement intéressant, on a l'impression d'être sur ses pas. Alors, c'est là d'ailleurs dans ce domicile de la rue des Lions-Saint-Paul que vont naître, bien sûr, Madame de Grignan, enfin celle qui beaucoup plus tard deviendra Madame de Grignan, et son frère. Ils naissent en 1647 et 1648. Vous savez que Henri de Sévigné va finir par mourir des suites d'un duel avec le chevalier d'Albret. Là, nous sommes en 1651 et Madame de Sévigné, à ce moment-là, va changer de domicile. Elle s'installe rue Saint-Avoie, dans ce qui est une partie de l'actuelle rue du Temple, entre la rue Michel-le-Comte et la rue Saint-Méry, pour ceux qui connaissent bien ce coin du Marais. Et puis ensuite, elle va vivre rue de Torigny, dans un hôtel qui aujourd'hui n'existe plus. Elle devient locataire de ses cousins Coulanges. Là, on est dans les années 1671-1672, rue du Parc Royal. Ensuite, elle ira s'installer dans ce qui aujourd'hui s'appelle la rue Elzévir et qui à l'époque s'appelait la rue des Trois Pavillons, au 14 de la rue des Trois Pavillons. C'est l'époque où elle écrit toutes les grandes lettres que nous aimons tant, avec la truculence, avec l'inventivité qui vont faire sa célébrité dans les années 1672 à 1677. Ensuite, elle s'installe rue de Montmorency, enfin à l'époque on disait rue Courteau-Villain, dans une maison qui elle aussi a disparu. Et puis bien sûr, à partir de 1677, elle va louer à un financier jusqu'à sa mort en 1696, donc les 20 dernières années de sa vie, elle les passe rue de la Culture Sainte-Catherine, dans l'hôtel Carnavalet bien connu, qui est aujourd'hui devenu le musée de l'histoire de Paris. Ça s'appelait à l'époque rue de la Culture Sainte-Catherine, mais ça a changé de nom par la suite, puisqu'aujourd'hui, on parle tout simplement de la rue de Sévigné. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans cette belle biographie qui est parue chez Flammarion, Geneviève Haroche-Bouzinac nous raconte les années parisiennes de Madame de Sévigné. Elle nous dit: semblables à ces îles sur la Seine entre lesquelles circulent des courants, les hôtels parisiens sont liés par des affinités. Gens de lettres et mondains vont et viennent de l'une à l'autre de ces ruelles qu'on n'appelle pas encore des salons. Dès lors qu'une organisation moderne de port des lettres est en fonctionnement, la petite poste, des billets, des lettres transitent intramuros et véhiculent des nouvelles. L'apparition des boîtes à lettres au coin des rues est salué comme un progrès par la Gazette. Et oui, ça va être pour Madame de Sévigné une chose absolument extraordinaire que cette petite poste et ces boîtes à lettres qui permettront à plusieurs reprises dans la journée de donner des nouvelles et surtout d'en recevoir et donc d'en colporter. Le plus brillant des hôtels, nous dit Geneviève Haroche-Bouzinac, le plus brillant est celui qu'animait l'incomparable Arténis. Depuis les premières décennies du grand siècle, Arténis, c'est l'anagramme de Catherine, prénom de Madame de Rambouillet. C'était, note Talleyrand d'Héréau,
le rendez-vous de ce qu'il y avait de plus galant à la cour et de plus poli parmi les beaux esprits du siècle. Elle va fréquenter le salon peint en bleu de Madame de Rambouillet. À une époque où les parois sont habituellement teintées de nuances brunâtres ou pourpres, ce choix marque l'originalité de son goût, nous dit notre biographe à propos de la chambre bleue de Madame de Rambouillet, que d'une certaine façon, la marquise de Sévigné découvrira un peu trop tard. Elle arrivera alors que voiture n'est déjà plus de ce monde, elle arrivera alors que la grande époque des précieuses est déjà à son crépuscule. Parmi les nouvelles que l'épistolière commente dans ses lettres figure aussi l'entrée à Paris de la reine Christine de Suède. On est là en septembre 1656 et j'ai eu l'occasion de vous raconter ce voyage de la reine Christine qui avait mis Paris littéralement en révolution. Parmi les maisons que fréquente lorsqu'elle est encore toute jeune, Marie de Rabutin-Chantal figure évidemment dans ce même quartier du Marais, rue Neuve-Saint-Louis, le salon du poète paralysé Scarron, vous savez. Le poète y plaisante sur le motif de la mort d'amour, de près ou de loin, vous m'aurez toujours fait mourir, écrit-il. Il parle de mourir d'impatience de vous voir, à propos de celle qui devient donc une habituée de son salon, et donc une habituée de la jeune épouse de Monsieur Scarron, c'est-à-dire celle qu'on surnomme la belle indienne, et qui, beaucoup plus tard, deviendra la célèbre Madame de Maintenon, l'épouse morganatique du grand roi. Dans la seconde moitié du siècle, un loisir mondain consiste à improviser des portraits dans la conversation. Plus qu'une mode, c'est un engouement, nous dit Geneviève Haroche-Bouzinac. Ce goût des portraits, évidemment, Madame de Sévigné va s'y livrer. Elle aussi, elle nous peint et dépeint des gens extraordinaires, mais c'est elle, en l'occurrence, qui est portraiturée. Telle une fée, elle aurait le don de faire venir sentir intelligents ceux qui s'approchent d'elle, nous dit la biographe. La vivacité de sa conversation est soulignée, aisée, divertissante et naturelle. Elle parle juste, elle parle bien. Ses trouvailles étonnent, quelques expressions naïves et spirituelles plaisent infiniment. Ses manières ensorcellent, toutes les petites façons qu'elle a n'ont aucune affectation et ne sont qu'un pur effet de la vivacité de son esprit, de l'enjouement de son humeur. Le terme enjouement est une spéciale dédicace à Christian Morin, bien sûr. Bref, sa façon d'être exerce une fascination sur son entourage. Elle a le goût de la lecture et, sans faire le bel esprit, elle entend admirablement toutes les belles choses. Voilà comment des contemporains parisiens de ces salons de la capitale décrivent cette Madame de Sévigné qui est en train de faire sa place dans le monde et qui est en train de se faire remarquer parce qu'elle est agréable et éclairée, délicate. Voilà des adjectifs qui viennent sous la plume de Mademoiselle de Scudéry. Vous écoutez Radio Classique. C'est souvent de Paris, donc, que sont postées les lettres de la mère aimante à la fille aimée, de Madame de Sévigné à Madame de Grignan. J'en pioche une, presque par hasard, datée de Paris, donc ce vendredi 24 avril 1671. Ah, voilà le plus beau temps du monde, dit Madame de Sévigné. Il commença dès hier après des pluies épouvantables. C'est le bonheur du roi. Il y a longtemps que nous l'avons observé. Alors elle reproche toujours à sa fille de ne pas lui donner assez de nouvelles, et elle va lui donner des nouvelles de Paris. L'abbé têtu entra hier chez Madame de Richelieu comme j'y étais. Il était d'une gaillardise qui faisait honte à ses amis éloignés. Je lui parlais de mon voyage. Et oui, Madame de Sévigné projette de partir pour la Bretagne, comme elle le fait régulièrement. Ma bonne, il ne changea point de ton, et d'un visage riant. Eh bien, madame, me dit-il, nous nous reverrons. Cela n'est point plaisant à écrire, mais il le fut à entendre. C'est-à-dire que, à le dire comme ça, c'est peut-être pas très drôle, mais sur le coup, ça fait beaucoup rire. Nous en rîmes fort, ajoute d'ailleurs l'épistolière. Enfin, ce fut là son unique pensée. Il passa légèrement sur toute mon absence et ne trouva que ce mot à me dire « Eh bien, madame, nous nous reverrons ». Nous nous en servons présentement dans nos adieux, et je m'en sers moi-même intérieurement en songeant à vous, mais ce n'est pas si gaiement, et la longueur de l'absence n'est pas une circonstance que j'oublie. Oui, vous savez à quel point Madame de Sévigné souffre constamment de l'éloignement de sa fille, qui en l'occurrence, en ce mois d'avril 1671, est néanmoins sur la route pour venir la rejoindre à Paris. Et elle continue.
Madame de Ludre me dit l'autre jour des merveilles à Saint-Germain. Oui, ça veut dire que notre écrivain, si j'ose dire, notre épistolière passe du temps à la cour, elle fait sa cour et elle se rend régulièrement au château de Saint-Germain où séjournent le roi, la famille royale et la cour. Il n'y avait nulle distraction. Elle vous aime aussi. Ah, pour Madame Técrignan, elle est adorable, me dit-elle. Madame de Beringen était justement auprès de Ludre qui l'effaçait un peu. C'est quelque chose d'extraordinaire à mes yeux que ça fasse. Brancas me conta une affaire que monsieur de Grignan eut cet hiver avec monsieur le Premier. Je suis pour Grignan, j'ai vu leurs plaisantes mais illisibles lettres. Elle m'en a dit des morceaux. Nous devons prendre un jour pour les lire tout entières. Ça, c'est quand même un peu extraordinaire puisque c'est une dame de la cour qui lui dit que dans une affaire qui concerne le gendre de madame de Sévigné avec son propre mari, elle a pris le parti opposé. Bon, c'est ainsi. Monsieur de Salins a chassé un portier, ajoute-t-elle. Je ne sais ce qu'on dit, on parle de manteau gris de 4 heures du matin, de coups de plat d'épée, et l'on se tait du reste, on parle d'un certain apôtre qui en fait d'autres, enfin je n'en dis rien, on ne m'accusera pas de parler, pour moi je sais me taire, Dieu merci. Si cette fin vous paraît un peu galimatia, à nous aussi, je vous rassure, vous ne l'en aimerez que mieux. Adieu, ma très chère aimable et très chère mignonne, je vous aime au-delà de ce qu'on peut imaginer. On finirait à lire ainsi Madame de Sévigné par oublier la rudesse du grand siècle et de n'en voir que les douceurs de société, les petites choses charmantes, le côté prime sautier. Voici une autre lettre, datée elle aussi, toujours de Paris, le lundi 5 février 1674. On est toujours dans l'attente de l'arrivée de Madame de Grignan. Je vous écris aujourd'hui un peu plus tôt qu'à l'ordinaire. Monsieur de Corbinelli et mademoiselle de Méry sont ici, qui ont dîné avec moi. Je m'en vais à un petit opéra de Molière qui se chante chez Pellizzari. C'est une musique très parfaite. Monsieur le prince, monsieur le duc et madame la duchesse y seront. On parle là de la famille de Condé, vous l'aurez compris. Je m'en irai peut-être de là souper chez Gourville avec madame de Lafayette, monsieur le duc et madame de Thianges, monsieur de Vivonne, à qui l'on dit adieu et qui s'en va demain. Si cette partie est rompue, j'irai chez madame de Chaulnes. J'en suis extrêmement prié par la maîtresse du logis et les cardinaux de Retz et de Bouillon, qui me l'avaient fait promettre. Le premier dans une extrême impatience de vous voir, il vous aime chèrement. Voilà une lettre qu'il m'envoie. Évidemment, cette lettre est pleine de gaieté, d'enjouement, parce que Madame de Sévigné sait que sa fille n'est plus très loin et qu'elle va bientôt venir la rejoindre à Paris. Il n'y a eu qu'un bal ou deux à Paris dans tout ce carnaval. On y a vu quelques masques, mais peu. La tristesse est grande. Les assemblées de Saint-Germain sont des mortifications pour le roi et seulement pour marquer la cadence du carnaval. Le père Bourdaloue fit un sermon le jour de Notre-Dame qui transporta tout le monde. Il était d'une force à faire trembler les courtisans et jamais prédicateur évangélique n'a prêché si hautement ni si généreusement les vérités chrétiennes. L'archevêque de Reims revenait hier fort vite de Saint-Germain, c'était comme un tourbillon. Il croit bien être grand seigneur, mais ces gens le croient encore plus que lui. Il passait au travers de Nanterre, tra, tra, tra. Il rencontre un homme à cheval, gare, gare, ce pauvre homme veut se ranger, son cheval ne veut pas, et enfin, le carrosse et les 6 chevaux renversent cul par-dessus tête le pauvre homme et le cheval, et passent par-dessus, et si bien par-dessus que le carrosse en fut versé et renversé. En même temps, l'homme et le cheval, au lieu de s'amuser à être roués et estropiés, se relèvent miraculeusement, remontent l'un sur l'autre et s'enfuient et courent encore, pendant que les laquais de l'archevêque et le cocher et l'archevêque même se mettent à crier « Arrête, arrête ce coquin qu'on lui donne 100 coups !» L'archevêque, en racontant ceci, disait « Si j'avais tenu ce maraud-là, je lui aurais bien rompu les bras et coupé les oreilles. » Voilà un archevêque bien peu chrétien dont se moque Madame de Sévigné. Je dînais hier encore, ajoute-t-elle, chez Gourville avec Madame de Langeron, Madame de Lafayette, Madame de Coulanges et Corbinelli et l'abbé Tétu, Briol et mon fils. Votre santé y fut célébrée et un jour pris pour vous y donner à dîner. Adieu, ma très chère et très aimable, je ne puis vous dire à quel point je vous souhaite. Cette attente-là sera bientôt récompensée. Sur Radio Classique. Alors bien sûr que Madame de Sévigné est parisienne, mais il lui arrive
heureusement pour nous, parce que c'est merveilleux de l'entendre nous raconter la campagne, de sortir de la capitale. Quand je suis hors de Paris, je ne veux que la campagne, dit-elle. Autrement dit, elle ne veut pas aller vivre en ville hors de Paris. Et c'est pourquoi elle se plaît tant dans son château des Rochers. Je mourrais de faire longtemps la vie de reine. J'aime 100 fois mieux cette vie des Rochers que celle de reine. Elle écrit ça en 1689. 14 ans plus tôt, elle trouvait grand avantage à la vie solitaire. Je m'amuserais à payer mes dettes et à manger mes provisions, dit-elle. Et puis, elle raconte comment, le matin, quand elle est à la campagne, elle se nourrit d'une longue beurrée, bien longue comme d'ici à Pâques. Et l'après-dîner, j'ai 2 pommes vertes avec du pain bis. Elle a aussi au Rocher de bons livres et de l'ouvrage et de belles promenades et ne trouve pas du tout le temps long. C'est ce temps, au contraire, qui court et qui vole et qui s'envole et qui nous emmène. Henri-François Buffet a consacré jadis un très joli ouvrage au voyage de l'épistolière. Ordinairement, nous dit-il, tout va bien dans ces voyages. Il y a même des routes magnifiques. Ainsi, dans le Nivernais, pour les chemins, c'est une chose extraordinaire que leur beauté. On n'arrête pas un seul moment. Ce sont des mailles et des promenades partout. Toutes les montagnes aplanies, la rue d'enfer, un chemin de paradis. Alors évidemment, parfois quand la route monte, il faut quand même descendre de voiture. Or, Madame de Sévigné peut tout à fait avaler, si je puis dire, 1 ou 2 lieues à pied. C'est-à-dire qu'elle marche volontiers 6, 7, 8 kilomètres. Ce dont elle a plus peur, ce qu'elle redoute davantage, ce sont les températures. Le 23 mai 1671, elle écrit « Nous avons été fort incommodés par la chaleur. Un de mes chevaux demeura près Palaiseau. Les autres 6 ont tenu bon jusqu'ici. Nous partons dès 2 heures du matin pour éviter l'extrême chaleur. » Et plus tard, en juin 76, elle dit « Nous marcherons quasi toute la nuit et le jour, nous suons. » Il y a aussi des accidents. Hier au soir, ça c'était le 27 juillet 72, en menant à brevet mes chevaux, il s'en noya un, dit-elle. Et le 8 mai 1680, on voit l'essieu de son carrosse qui rompt. Ça, c'est ce qui arrive assez souvent pour les gens qui voyagent à l'époque. Nous pensâmes verser 1000 fois dans les ravines. J'ai trouvé des chemins étranges, confie-t-elle à sa fille. J'ai pensé que vous aviez essayé tous ces chaos. Ah, qu'il y en a de bons. Vous comprenez évidemment toute l'ironie d'un tel propos. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors me demanderez-vous à quoi s'occupe Madame de Sévigné quand elle se fait bretonne et vit donc dans son château des Rochers? Eh bien, elle regarde les gens faner, n'est-ce pas? Vous vous rappelez la célèbre lettre. Et puis surtout, elle plante. Et oui, c'est sa passion de planter. C'est ce qu'elle dit dès le 20 mai 1667. Elle est à l'époque encore une jeune veuve. J'ai passé l'hiver en Bretagne où j'ai fait planter une infinité de petits arbres. Et quand elle revient en mai 1671, elle retrouve tous ces arbres d'une beauté surprenante. Tout le jeune plant que vous avez vu, elle écrit ça à sa fille, est délicieux, si délicieux qu'elle n'hésite pas à faire jeter de grands arbres à bas parce qu'ils font ombrage ou qu'ils incommodent mes jeunes enfants. Eh oui, les jeunes enfants, ce sont ces arbres qu'elle a plantés. Et d'ailleurs, elle se met elle-même au travail. Je me suis mis dans la rosée jusqu'à mi-jambe pour prendre des alignements. Je fais des allées de retour tout autour de mon parc qui seront d'une grande beauté, écrit-elle. Donc là, on est à l'automne 1671. Nous avons aussi des planteurs qui font des allées nouvelles et dont je tiens moi-même les arbres quand il ne pleut pas à verse. Le 15 novembre, elle reparle encore de tout ça, ça lui tient à cœur. Vous ai-je dit que je faisais planter la plus belle place du monde? Je me plante moi-même au milieu de la place où personne ne me tient compagnie parce qu'on meurt de froid. En 1675, Madame de Sévigné constate que ces plantations sont devenues tout à fait remarquables. Tous ces arbres que vous avez vus si petits sont devenus grands, dit-elle à sa fille, droits, beaux en perfection. Ils sont élagués et font une ombre agréable, mais ils ne suffisent pas au bonheur de la propriétaire. Je fais une allée nouvelle, écrit-elle un peu plus tard. Je fais quasi un nouveau parc autour de ces grandes places du bout du Mail, dont je fais planter tout le tour par des allées à 4 rangs. Et en 1680, et moi, je fais encore de fort belles allées, tout au travers des choux, c'est-à-dire dans un bois que vous aimeriez. Rien n'occupe plus doucement que de faire ajuster sa maison et ses jardins.
avec un peu d'ironie, on pourrait préciser que les mains, parce qu'elle nous dit « Je ne puis tenir encore ici quand ce ne serait pour faire gratter une allée, mettre une grille de fer, enfin, les mains me démangent toujours. » Les mains en question sont celles de ses ouvriers, bien entendu, mais même si ce sont les gens de Madame de Sévigné qui plantent pour elle, qui alignent, qui créent des jardins et qui développent de nouvelles grilles autour du parc des Rochers, même si ce n'est pas elle personnellement qui fait tout ça, c'est bien son esprit qui sème, qui plante. Et vous aurez remarqué que l'esprit de Madame de Sévigné ne plante pas seulement des arbres, ne sème pas seulement des plantes, il y a derrière tout cela des mots, des idées, un esprit et un univers. Vous écoutez Radio Classique. Vous l'aurez compris, j'ai ressenti beaucoup d'émotions diverses en lisant la belle biographie de Geneviève Haroche-Bouzinac de l'Université d'Orléans, biographie que viennent de faire paraître les éditions Flammarion sous le label Grande Biographie et consacrée donc à Madame de Sévigné. Je me suis dit que pour étancher ma soif de revivre le grand siècle de cette grande plume, une émission n'y suffirait pas et qu'il allait falloir une semaine entière. Nous allons donc vous parler pendant une semaine de Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné, une femme qui nous touche aujourd'hui encore par 1000 aspects d'une sensibilité charmante et dont certaines lettres sont des morceaux d'anthologie d'une métaphysique aimable. Écoutez par exemple, et nous aurons pendant cette semaine entière bien des occasions de multiplier évidemment ce genre d'exemples, écoutez ce qu'elle nous dit de l'amitié. Je crois que je ferai un traité sur l'amitié. La lettre date de 1679. Je ferai un traité sur l'amitié. Je trouve qu'il y a tant de choses qui en dépendent, tant de conduites et tant de choses à éviter pour empêcher que ceux que nous aimons n'en sentent le contre-coup. Je trouve qu'il y a tant de rencontres où nous les rencontres au XVIIe siècle, ça veut dire tant d'occasions, tant de circonstances. Je trouve qu'il y a tant de rencontres où nous les faisons souffrir et où nous pourrions adoucir leur peine si nous avions autant de vues et de pensées qu'on en doit avoir pour ceux qui tiennent au cœur. Enfin, je ferai voir dans ce livre qu'il y a 100 manières de témoigner son amitié lorsque la bouche traîtreusement vous en assure. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pendant longtemps, les dictionnaires disaient « femme de lettres » pour évoquer la marquise de Sévigné. On dit aujourd'hui « épistolière », c'est un petit peu moins bien du point de vue du jeu de mots. Tout le monde, un jour ou l'autre en tout cas, a étudié à l'école notamment telle ou telle lettre de Madame de Sévigné, un peu comme les fables de La Fontaine, ou les caractères de la Bruyère. Mais avec Sévigné, ça va un peu plus loin. Certains n'envisageraient même plus de voyager sans glisser dans leur valise un recueil des lettres. C'est ce que faisait la grand-mère du narrateur dans La recherche du temps perdu, vous savez, dans l'ombre des jeunes filles en fleurs. Elle se promène toujours avec son recueil de Sévigné, la mamie du petit Marcel. Et moi qui ai habité longtemps rue de Sévigné, tout près du musée Carnavalet, qui était la demeure parisienne de la marquise, j'ai eu l'occasion d'essayer d'évoquer en dehors des lettres elles-mêmes ce qu'aura été sa vie. C'est ce que nous allons faire grâce à Geneviève Haroche-Bouzinac qui, dans la biographie qu'elle vient de lui consacrer, ne s'attarde pas tellement aux lettres. Elle parle de la vie de la marquise et de tout ce qu'elle a pu traverser. Vous allez voir que c'est assez surprenant d'ailleurs. Mais, pour commencer, il était difficile de ne pas évoquer ces fameuses lettres qui, outre leur style fulgurant, leur fraîcheur, leur naturel, leur élégance, leur humour aussi partout présent, leur vie restée intacte après 350 ans, continue de nous fasciner par l'impression qu'elles donnent au lecteur d'entrer de plein pied dans le grand siècle. Grâce aux lettres de la bonne marquise, on a l'impression de s'immiscer dans la privauté d'une grande dame du siècle de Louis XIV. Et ça vaut pas seulement pour Madame de Sévigné. D'ailleurs, ce qui est fascinant dans les correspondances en général, c'est qu'elles n'ont pas été destinées à être éditées. Alors, elles le sont quand même un peu, parce que quand Madame de Sévigné écrit des lettres et des lettres et des lettres, elle se doute bien qu'un jour quelqu'un voudra les publier. D'ailleurs, elle dit à son cousin Bussy Rabutin, vous savez, le grand libertin de Bourgogne, elle lui dit « Mon cousin, s'il vous prenait fantaisie de publier mes lettres, je vous prie de les raccommoder. » C'est-à-dire de les arranger, de les rendre plus présentables. Et lui, il dit « Ma cousine, on ne corrige pas le Titien. »
Et c'est vrai que les portraits littéraires de la marquise relèvent du plus grand art et ne sont pas sans rappeler des portraits plus picturaux des grands maîtres de la peinture du XVIIe. À la Belle Époque, c'est un humaniste, il s'appelait Émile Gérard Gailly, qui a passé un temps fou à reconstituer le destin de ces lettres. Alors, il a d'abord rappelé que les premières lettres de la marquise avaient été publiées dès 1697, c'est-à-dire un an seulement après sa mort. Elle est morte en 1696. Alors il s'agit en fait de lettres justement au cousin Bussy qui sont publiées parmi la correspondance de Bussy-Rabutin. Il y a un second volume qui paraît en 1709 et l'année suivante, en 1710, vous voyez qu'on est là dans la fin du règne de Louis XIV, une petite fille de Madame de Sévigné, c'est Pauline de Simiane, on aura l'occasion d'en reparler, et un fils de Bussy, l'abbé de Bussy, vont décider d'aller fouiller dans les coffres du château de Grignan en Provence et c'est là qu'ils vont retrouver les lettres que la marquise adressait à Madame de Grignan, bien sûr, Madame de Grignan morte 5 ans plus tôt. Ils vont trouver énormément de ces lettres d'une mère à sa fille adorée, et évidemment, ça donne l'idée de lettres qui ne sont qu'une sorte de gigantesque épanchement d'amour maternel. Vous écoutez Radio Classique. Je vous ai parlé de Pauline de Simiane, donc cette petite fille de Madame de Sévigné. Ça fait à ce moment-là une vingtaine d'années que sa grand-mère est décédée. Elle va faire une sélection de 137 lettres, auxquelles elle ajoute encore une quarantaine d'autres, et elle rentre à Paris en 1716. On est donc au début de la Régence. Pauline de Simiane était consciente que les lettres de Madame de Sévigné méritaient mieux que le petit échantillon qu'elle en avait prélevé. D'ailleurs, elle va retourner en Provence en 1729, accompagnée cette fois d'un copiste qui se lancera dans l'immense travail de transcription que représentait la masse impressionnante des lettres de Madame de Sévigné à Madame de Grignan. Alors, sans en parler à sa cousine, l'abbé de Bussy va publier certaines de ces lettres. On est en 1726, les 137 que sa cousine avait sélectionné 10 ans plus tôt. Vous imaginez, c'est pas formidable ça. Madame de Simiane est furieuse depuis sa Provence. Elle entreprend des démarches pour faire saisir l'édition par les autorités, ce qui va évidemment ne contribuer qu'à attiser l'intérêt déjà vif du public pour cette première édition. Dites-vous que dans les premières années du règne de Louis XV, on est déjà très friand de ces lettres de Madame de Sévigné qu'on a réunies en recueil et qui paraissent le naturel même, la fraîcheur, ça passionne tout le monde. Alors, le cousin Bussy est un peu désemparé. Il vient d'envoyer chez un éditeur de Hollande à l'époque une deuxième fournée de lettres. C'était les 40 lettres dont je vous ai parlé tout à l'heure, là. Et l'abbé explique à sa cousine qu'il n'y est pour rien. Non. C'est un de ses amis qui s'appelle Thiéraut, qui l'a floué, qui l'a doublé dans cette affaire. Il n'est pas question pour lui de reconnaître qu'il est à l'origine de la divulgation de la correspondance de la marquise. Nouvelle édition, donc, à La Haye, qui contient l'ensemble des 180 lettres qui avaient été choisies des années plus tôt par Pauline de Simiane. Elle est absolument choquée. Elle a l'impression qu'on lui a arraché le cœur, Pauline. Elle estime que c'était son droit moral de publier les lettres de sa grand-mère. On va appeler les éditions clandestines, là, les éditions hollandaises, on les appelle les éditions furtives. Pauline de Simiane va de son côté entreprendre une publication, et cette fois, publication directement tirée des manuscrits autographes et non pas des reproductions qui avaient été faites. Manuscrits malheureusement expurgés, caviardés complètement, nettoyés si vous voulez, de tout ce que le style de Madame de Sévigné pouvait avoir de trop spontané, voire même d'un peu choquant, d'un peu cru, d'un peu vert, pour le XVIIIe siècle, devenu entre-temps beaucoup plus compassé, surtout que Madame de Simiane était dévote et que sa grand-mère, elle, ne l'était pas du tout. On fait donc des corrections sur la forme, bien sûr, mais aussi sur le fond. Pas question de laisser trace de cette espèce de passion excessive de Madame de Sévigné pour sa fille, pour Madame de Grignan donc, ni question non plus de laisser paraître la déconfiture financière et sociale des Grignan dans les dernières années de la vie de la marquise. Il y a un éditeur d'Aix-en-Provence, il s'appelle Monsieur Perrin, qui va publier 6 tomes de cette correspondance allégée, dont les 4 premiers paraissent en 1734. Vous voyez que c'est assez tôt quand même. Alors, le public, surtout en Provence, murmure, malgré le nettoyage qui a eu lieu,
Évidemment, ça parle de gens dont certains sont encore en vie, etc. Et chez Pauline de Simiane, nouvelle colère qui va aboutir à un véritable autodafé, c'est-à-dire que cette fois, elle se met à détruire quantité de lettres manuscrites de sa grand-mère. Elle a été outrée des réactions qu'avait suscité sa publication et donc elle colle tout ça au feu, dans la cheminée. Perte terrible pour la littérature. Un épisode de plus dans cette longue liste de destruction de beaux textes. Entre parenthèses, il y en aurait tellement à dire. On pourrait faire, pour le coup, une semaine entière d'émissions sur les grands textes d'une littérature qui sont passés comme ça dans le feu de cheminée, sous la main de personnes indélicates. Madame de Simiane interdit à Perrin de publier les 2 derniers volumes en cours d'impression. Il va passer outre, heureusement. Il les produira quand même en 1737, ce qui fait que nous possédons 614 lettres à ce moment-là. Madame de Simiane va mourir. Perrin en profite pour publier pas mal de lettres inédites. Il réintroduit certains passages qui avaient été coupés dans la précédente édition. Pas tous les passages, loin de là. Ce qu'il y a de terrible, c'est que Perrin s'autorise aussi sur la forme à corriger un certain nombre de lettres. C'est comme si, dans le bon style du XVIIIe siècle, on ne supportait plus les espèces d'incongruités du XVIIe. C'est quand même assez terrible, tout ça. Bref. Nouvelle édition donc de 772 lettres, c'est celle de 1754. Ça, c'est la version qu'on va publier et republier, rééditer sans cesse jusqu'au milieu du 19e siècle. C'est en quelque sorte la version officielle des lettres de Madame de Sévigné. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il y a la grande édition de 1754 des lettres de Madame de Sévigné, mais on va en voir toutes sortes de ces floraisons d'éditions jusqu'en 1818. Entre-temps, le gendre de Madame de Simiane, qui lui avait promis sur son lit de mort de jeter au feu ce qui restait des lettres manuscrites, vient à décliner à son tour, et sur son propre lit de mort, il exige d'un de ses jeunes parents qu'il procède dans l'âtre de la chambre, là, sous ses yeux de mourant, à un nouvel autodafé. Non, mais c'est complètement fou. 1819, c'est la date de la grande édition Montmerquet, qui en fait n'est que l'ultime avatar des éditions Perrin d'Aix-en-Provence, avec quelques emprunts aux premières éditions furtives. Tout ça commence à devenir un petit peu composite. On découvre une nouvelle copie de 1055 pages détenue par un certain marquis de Grosbois dans son château de Bourgogne. Alors, la majeure partie des lettres publiées en 1726 et 1754 ne figurent pas dans cette liasse, c'est assez incroyable, il y a beaucoup d'inédits. Montmerquet ne rêve que d'une chose, c'est de publier le recueil Grosbois. Il va s'atteler à ce travail, et son continuateur, qui s'appelle Régnier, va faire paraître en 1862 une édition qui alors là devient vraiment très importante. La dévotion des nouveaux éditeurs pour ce manuscrit Grosbois est telle qu'ils vont jusqu'à reproduire un certain nombre d'erreurs qui naturellement étaient exemptes des précédentes éditions, mais puisque Grosbois a commis les erreurs, on préfère les erreurs de Grosbois au manuscrit de la Marquise. C'est comme ça. Et 10 ans plus tard, il faut à nouveau tout revoir, puisqu'en 1872, une brocanteuse à Dijon va acheter, on est dans une vente publique, une vente à la criée, elle achète 6 volumes manuscrits du début du XVIIIe siècle. Alors, ils vont rester inconnus, ces volumes, jusqu'à ce que un juriste, il s'appelle Charles Capmas, finisse par les acheter. Alors lui, il comprend que ce qu'il a dans les mains, c'est un pur trésor. Ce sont des lettres de Madame de Sévigné à sa fille, Madame de Grignan, lettres qu'il va publier en 1876, 2500 pages, donc quantité de lettres inédites, où se retrouvent évidemment tout le volume de Grosbois dont je vous parlais, mais beaucoup d'autres lettres. Et il apparaît que toutes les erreurs, tous les blancs, toutes les sautes de ligne qui étaient dans le Capmas se retrouvent copiés à l'identique dans le Grosbois, ce qui quand même pose des questions sur l'origine du fond initial. Bref, peu à peu, les spécialistes vont prendre la mesure de la valeur de Capmas. En effet, parmi les quelques rares lettres autographes retrouvées au fil des ans, il y a des pépites réchappées de l'autodafé, notamment 13 qui se retrouvent dans les éditions Perrin, qui ont été modifiées et qui se retrouvent dans l'édition Capmas, recopiées telles quelles, mot à mot, ce qui est assez rassurant d'une certaine manière. Bref, le problème, c'est que cette édition ne contient
que la moitié seulement des lettres adressées par sa mère à Madame de Grignan. Alors, où sont les 6 autres volumes? Soit ils n'ont pas été copiés par ordre de Madame de Simiane, soit ils ont été copiés et se sont perdus. On peut toujours rêver, on peut toujours penser qu'un jour, on les trouvera dans je ne sais quel grenier ou dans je ne sais quelle brocante. Si on les retrouve, évidemment, on les publiera. Franck Ferrand sur Radio Classique. Notre auteure Geneviève Haroche-Bouzinac, vous l'avez compris, ne s'est pas arrêtée à ces lettres et surtout, elle essaie de tordre le cou à un certain nombre de mythes qui sont nés des publications multiples de toutes ces lettres de Madame de Sévigné qui, vous l'aurez compris, ont pendant tout le cours du 19e et même pendant une partie du 20e siècle fait la fortune des publieurs. À la sanctification de la maternité souffrante ou heureuse s'est ajouté un autre mythe, nous dit-elle. Oui, c'est vrai qu'on parle toujours de cet amour exclusif de Madame de Sévigné pour sa fille, Madame de Grignan, mais il y a d'autres choses. Presque simultanément, les lettres de la marquise sont devenues l'incarnation d'une écriture féminine idéalisée, dont un paragraphe de la Bruyère avait, sans connaître les lettres de l'épistolière, fixé les critères. Il n'appartient qu'aux femmes de faire lire dans un seul mot tout un sentiment. Elles ont un enchaînement de discours inimitables qui se suit naturellement, avait-il écrit. Je cite encore Geneviève Haroche-Bouzinac. Plus récemment, un autre mythe est venu s'ajouter au précédent, celui de Madame de Sévigné comme marraine de l'intimité, comme créatrice d'une autobiographie par lettres, voire d'une écriture préfigurant le journal intime. Des illusions rétrospectives poussent à plaquer des notions appartenant à notre temps sur une époque dont les usages et les valeurs étaient différents, voire opposés à ceux que nous connaissons. Et elle ajoute un peu plus loin, autre méprise, la correspondance n'est pas au grand siècle le genre de l'authenticité. Si, par tradition, elle est comparée à un miroir de l'âme, cela ne signifie pas qu'elle soit le reflet des humeurs de celui qui écrit, mais qu'elle donne l'exemple d'un moi idéalisé. Comme tout genre rhétorique, elle veut persuader, avertir, plaire, divertir. Elle est le lieu d'une recomposition. Eh bien, sans nous interdire évidemment quelques incursions dans des lettres qui sont tellement savoureuses et charmantes, nous aurons pendant tout le cours de cette semaine l'occasion d'aller voir la marquise derrière ces lettres et, si j'ose dire, malgré ces lettres. Vous écoutez Radio Classique.